40 ans de l'association Feldenkrais Suisse. Ça fait plus que 40 ans que le Feldenkrais est enseigné en Suisse, mais ça fait 40 ans que les collègues se sont rassemblés pour faire une association. Et depuis avril cette année jusqu'à avril l'année prochaine, me semble-t-il, on fête ces 40 ans dans toute la Suisse et sur le canton de Vaud, c'est ce soir. Voilà. Et cette conférence est donc organisée dans le cadre de ces 40 ans. Et puis, ça a été, j'ai regardé les mails quand on a commencé à travailler sur ce projet, c'était il y a plus d'une année. Et on n'avait pas tout de suite l'idée de faire une conférence, on réfléchissait à différentes choses. Et on est toutes des collègues Feldenkrais, mais nous ne sommes pas des professionnels de l'événementiel, des conférences, du graphisme, de la communication sur les réseaux sociaux. Donc ça a été un gros challenge pour nous. Et je voudrais vraiment remercier toutes mes collègues pour tout le boulot qui a été accompli. Je voudrais remercier Christine Barbet, Iris Fleur, peut-être faire un petit peu Eliane Schnabel, Véronique Schmitt, Mejoun Park-Meillard, merci à Thérèse Weber qui a été avec Christine à l'origine de cette thématique sur le sport. Merci. Une pensée pour Marion Mordasini qui n'est pas là ce soir mais qui nous a beaucoup aidé dans le lancement du projet et notamment les liens avec l'association Feldenkrais Suisse. Merci à Lucie Ostorero qui n'est pas là ce soir mais qui nous a bien aidé pour les réseaux sociaux. Et Sylvie Pouchol. Voilà. Oui, merci. Ce soir, comme souvent pour les anniversaires, on a envie d'avoir des souvenirs et des photos. Alors Jean-Luc est là ce soir avec nous. Si vous n'avez pas envie d'être pris en photo, faites un signe maintenant. Ou si vous voyez que vous êtes dans son viseur, vous pouvez vous décaler, mais n'hésitez pas à lui faire signe, il prendra au mieux en compte votre demande. Voilà, et je ferai que de toute façon des plans larges et pas des plans focus sur le public. Voilà. Voilà, donc ce thème du sport, quand Thérèse et Christine ont proposé, je me suis dit que c'était vraiment chouette de parler du Feldenkrais sous cet angle-là. Moi-même, j'ai un passé de sport assez intense. J'ai pratiqué du ski, du judo, de la natation en compétition, et puis de l'équitation et de l'escalade en sport loisir. Et quand on a cherché un interlocuteur, une interlocutrice qui pouvait venir, j'ai assez vite pensé à Shun Ostorero, qui est praticienne Feldenkrais en Savoie et en Isère. Oui, Savoie, Isère, Haute-Savoie. Savoie, Isère, Haute-Savoie. Où on m'appelle. Voilà. Et Shun a pratiqué beaucoup de sports différents. En compétition, tu as fait de la gymnastique, de l'athlétisme, du volley, de la natation, du judo, du foot, du hand. Et je crois que l'équitation, c'était du loisir. Ouais, j'avais voilà. Donc on a là quelqu'un qui a pratiqué beaucoup de sports différents et puis à des niveaux assez élevés. J'ai eu la chance de faire 2 post-formations avec Shun et je suis très contente que tu aies accepté notre invitation ce soir et que tu puisses nous parler un peu de voilà, comment amener le Feldenkrais dans le domaine sportif et comment ça peut être utile, voire même très important pour les sportifs. Voilà. Alors, juste pour vous expliquer comment ça va se passer, on va vous présenter en quelques mots la méthode Feldenkrais et puis assez rapidement il y aura un petit temps d'expérimentation.
vous allez expérimenter ce que c'est que le Feldenkrais. En fait, il y a peut-être déjà beaucoup de gens qui connaissent. Peut-être vous pouvez lever la main pour les personnes qui pratiquent le Feldenkrais et qui connaissent bien. Ouais. Et qui est plutôt sportif sans connaître forcément le Feldenkrais? Oui, les sportifs sont là. Super, très bien. Et puis ensuite, après cette séance expérimentation, Shun prendra la parole. Un petit peu plus tard dans la soirée, on fera une démonstration de séance individuelle, vous montrer comment ça se passe, une séance individuelle. Et puis, bien entendu, on finira par le temps des questions. Il y aura pas mal d'interactions, je pense, pour nous. Et puis, à la fin, Shun proposera son livre, qui est ici, qui est un très bel ouvrage sur ces différentes expériences avec des sportifs et comment les sportifs ont su tirer parti de leur pratique Feldenkrais. Voilà. Super. Alors, Feldenkrais, c'est le nom d'un monsieur. C'est le nom d'un monsieur, Feldenkrais. Moshe Feldenkrais qui a inventé cette méthode. En fait, lui était physicien et ils étaient aussi sportifs. Ils faisaient beaucoup de foot et du judo. Et il s'est blessé au genou en faisant du foot. Et les médecins lui disaient, peut-être on va pouvoir vous soigner, il va falloir vous opérer, mais on n'est pas sûr que vous pourriez marcher à nouveau. Il a dit, avant de me faire opérer, je veux voir ce que j'arrive à faire par moi-même. Et il a beaucoup côtoyé des médecins, des neurologues beaucoup, et il a pratiqué pour lui. Il s'allongeait au sol et il faisait des petits mouvements. Il a beaucoup observé des enfants bouger aussi. Et en fait, il ne s'est jamais fait opérer. Et il a toujours marché. Et en fait, il a commencé à transmettre ce qu'il faisait pour lui. Et au début, il le transmettait plutôt en séance individuelle. Et puis, au final, des gens ont insisté en lui disant « mais il faut que tu transmettes ça à plus large échelle ». Et donc, il a commencé à enseigner ça en cours collectif. C'est une méthode qui s'adresse au système nerveux. On vient re-questionner le cheminement du système nerveux pour un mouvement, pour pouvoir sortir de ses habitudes. Quand on fait un mouvement fort et grand, comme on a l'habitude de le faire dans la pratique sportive, si on fait que ça, au bout d'un moment, on se retrouve limité. Ce qui est intéressant, c'est de faire plusieurs pas en arrière pour re-questionner le schéma nerveux. Et là, on ouvre beaucoup de portes, beaucoup d'autres possibilités pour pouvoir faire un mouvement plus adapté à notre pratique sportive. La méthode Feldenkrais met beaucoup en avant le système osseux. Comment est-ce qu'on peut trouver des appuis plus efficaces dans ces articulations? Comment est-ce qu'on peut utiliser ces articulations pour que les muscles soient au service du mouvement et non pas au service de la posture? Et ça, pour les sportifs, c'est extrêmement important. C'est bien, c'est déjà dans le thème. Voilà, pas mal, hein? Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la méthode? Ah oui, bon, je vous ai déjà un peu dit en vous dévoilant le programme de cette soirée. La méthode Feldenkrais se pratique donc en cours collectif et en séance individuelle. Voilà, quand on est sportif et puis qu'on a une problématique bien précise, c'est hyper intéressant de pratiquer en séance individuelle parce qu'on a vraiment une séance qui est faite sur mesure pour soi, pour le mouvement qu'on veut améliorer ou la problématique
sur laquelle on veut avancer. Donc voilà, mais ça se pratique aussi en séance collective avec les sportifs. Shaun pourra nous en dire plus. Et voilà. Très bien. Ouais, Je te laisse. ouais. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout formel, alors on va être très clair, je risque de bouger et je ne vais pas vous faire une conférence d'un scientifique bien câblé, bien... On n'est pas du tout les mêmes tempéraments et elle m'a mis un peu la pression, du coup j'ai pris des notes et plus je lisais mes notes, plus j'étais là, ah, mais non, ça ne me va pas. Donc j'y reviendrai peut-être à mes notes, mais ce n'est pas ma nature. Moi je suis quelqu'un qui partage avec les gens, qui offre, qui donne. Et ça m'intéresse de partager et d'être dans l'échange. Donc, mettez-vous à l'aise. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas. Je veux que ce soit nature. D'accord ? Moi, j'entends parler Sylvie. Je sais que c'est une ancienne sportive de haut niveau. Moi aussi. Et une des premières problématiques, c'est comment on parle de Feldenkrais aux sportifs. Parce que je viens d'animer 3 jours de formation pour des collègues praticiens Feldenkrais et parler de Feldenkrais aux sportifs, c'est pas facile. Parce que les praticiens qui sont là, ils savent bien, on fait se poser, on vient explorer dans la lenteur, dans la prise de conscience de soi, et on n'est pas là-dedans. Clairement, en tant que sportif, il faut des caps pour arriver là. Dans mon expérience à moi, quand j'ai découvert Feldenkrais, j'ai découvert pour mon fils, qui est neuroatypique. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais encore sportive à un niveau moyen. Et je me suis fait une rupture du tendinosis épineux, lésion du bourrelet. On m'a dit, t'arrêtes le volet. Et je lui ai dit, ah non. Tu te fais opérer? Ah non. Et puis du coup, je me suis dirigée vers une praticienne genevoise qui suivait mon fils. Et puis elle m'a fait rencontrer un autre praticien. Et là, j'ai fait 2 séances individuelles pendant 6 semaines. Et j'ai récupéré mon épaule et j'ai jamais été opérée. Et bluffant pour moi, puisque je suis déjà opérée des 2 genoux, j'ai été bien cassée par le sport. Et tout à coup, il y avait une approche, quelque chose qui me permettait de continuer à faire du sport sans me blesser plus, en me connaissant mieux. Et je me suis dit, mais il faut que tout le monde sache, tous les sportifs connaissent et que tout le monde y vienne. Ça fait plus de 10 ans et je rame toujours autant à amener ça aux sportifs. Et ça m'interroge, hein. On a travaillé, Julien était là pendant les 3 jours, on a travaillé sur comment communiquer avec les sportifs. C'est une vraie problématique de comment j'amène le sportif sur ce terrain de Feldenkrais, qui est un terrain où on va venir donner les moyens, offrir les moyens de se sentir dans la finesse, dans l'ajustement, dans affiner qu'est-ce que je suis en train de faire pour faire. Ma première PCM avec Maravi Nadia, amener le bras devant, tourner la main sur son axe. Moi, je le faisais, je savais le faire en tant que sportive, ancienne gymnaste, pas de problème. Quelques années plus tard, en formation Feldenkrais, tout à coup, mon mouvement, ça devenait « Ah, mais quand je bouge le pouce, c'est pas la même chose. Ah, mais si je commence le mouvement par l'index, c'est pas la même chose. Mais si je commence par le majeur, c'est encore pas la même chose. » Et tout à coup, il s'éveillait en moi le fait que finalement, je savais pas ce que je faisais pour faire. Je savais appliquer une consigne, ça c'est sûr. Je l'interprétais d'une certaine manière sans même savoir ce que j'en faisais. Ça marchait parfois ça marchait pas. Et mon entraîneur me faisait répéter, il me disait des choses, ou même parfois, quand il me le disait, ça marchait pas. Et c'est un des grands travaux aussi avec les entraîneurs, c'est de développer un langage commun et d'un décodage. Parce que quand on a un schéma corporel organisé d'une certaine manière, si on force à le faire changer sans prendre conscience de ce qu'on fait, on fait travailler agoniste et antagoniste en même temps et on va à la blessure. Et je vous le donne en 1000, ça marche à tous les coups. À tous les coups. Non, je suis entraîneur, je suis bien passée, j'entraîne encore en gymnastique. S'ils insistent, je sais que je les emmène à la blessure. Parce que l'articulation, elle n'est pas faite pour être soumise à des tensions agonistes et antagonistes en même temps. Mais si je n'amène pas mon sportif à prendre conscience de qu'est-ce qu'il est en train de faire pour faire, il ne peut pas arrêter de faire ce qu'il est en train de faire pour faire autre chose. Et c'est là notre travail en fait, Feldenkrais. C'est d'amener cette prise de conscience de « Ok, tu fais. Ton mouvement, il existe. Il fonctionne même parfois. » Je pense à des sports très précis, au biathlon par exemple, où quand on tire, il faut que ça soit posé. Ok, ça fonctionne. Pourtant, cette répétition-là, s'il y a un petit truc qui ne va pas, au bout d'un moment, elle va générer de l'usure, elle va générer une blessure. Et comment on amène à prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire là? Et l'enjeu, il est de faire prendre conscience
au sportif, quand il vient nous voir, nous, directement, on pourrait dire c'est facile parce qu'on va l'amener doucement à des choses. Quand on passe par l'entraîneur, c'est encore un autre niveau. Mais à l'amener à dire, mais sans ce qui se passe quand tu fais ça. Sans ce qui se passe quand tu fais ça. Et l'astuce, c'est qu'effectivement, elle vous a expliqué qu'il y a deux façons d'aborder la méthode Feldenkrais. Il y a le cours collectif et la séance individuelle. Le cours collectif, de prime abord, avec le sportif, j'oublie. Parce qu'il va être comme moi, il va faire, et il va reproduire, il va vouloir faire juste, et il va vouloir faire bien. Il va au début pas vouloir faire pour sentir. Donc la plupart du temps, moi je les attrape en individuel. Et quelque chose qui n'est pas facile, c'est que c'est plus eux le moteur, c'est le praticien. C'est moi. C'est moi qui vais l'amener à se mettre en mouvement. Mon chef Feldenkrais, il a une phrase que j'adore qui est marquée dans mon cabinet. Il disait « J'aide les gens à ressentir ce qu'ils ressentiraient s'ils pouvaient faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. » Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire d'avoir un handicap. Ça veut dire qu'il suffit que mon mouvement, il y a un groupe musculaire qui travaille trop. Si je n'ai pas conscience qu'il travaille trop, bah, on me dit arrête de le faire. Bah, je ne peux pas. C'est comme si je me tiens comme ça et vous me dites tu as une épaule plus haute que l'autre. Tant que j'en ai pas conscience que mon épaule est plus haute que l'autre, bah, non, mais regarde, elle est pareille. Je vais faire autre chose que ce qu'il faut faire. Puis si je commence à dire à la personne, bah, incline ta tête à droite, incline ta tête à gauche. Est-ce qu'il y a un côté où c'est plus long? Est-ce qu'il y a un côté où c'est plus court? Je vais l'éveiller à prendre conscience qu'il y a une différence. Je vais l'éveiller à venir écouter son schéma profond d'organisation. Et quand il commence à toucher du doigt que son schéma d'organisation n'est peut-être pas optimum, il va commencer à s'y intéresser. Et puis il y a quelque chose de magique, c'est que quand il comprend que faire moins d'efforts, parce que le mouvement et la tonus est distribué sur l'ensemble et pas focalisé à un endroit, il est plus performant. Alors ça c'est magique parce que le jour où il le sent, le jour où il l'expérimente, il revient. Il revient. Bon, ce qui n'est pas cool, c'est qu'il n'en parle pas aux autres parce que ça devient sa botte secrète. Alors ça, c'est vrai. Non, mais sans rire, c'est vraiment assez terrible. Vous avez vu dans les photos, hein, il y a des sportifs que vous avez vus là, qui sont médaillés olympiques, qui sont médaillés mondiaux, européens, qui ont tous pratiqué avec moi. Et le fils de Vanessa avec qui j'étais, qui est médaillé encore olympique là, et je disais, mais parle-en. Oui, mais tu comprends. Je comprends pas. Non, je comprends pas. Moi, j'ai découvert Feldenkrais et je me suis dit, mais il faut l'amener aux sportifs. Il faut que ça change. Et j'ai d'autant eu besoin que ça change, c'est que je suis quelqu'un qui a été cassé par le sport de haut niveau. Et j'ai été cassée très tôt, puisque j'étais gymnaste en championnat de France dans les années 80, et que j'ai eu un très grave accident en championnat de France, et on m'a dit plus de sport. Je ne sais pas faire, donc j'ai continué, et j'ai continué de me casser, et de me casser, jusqu'au jour où j'ai trouvé Feldenkrais, et je me suis dit, bon, c'est bon, on arrête de se casser, on va faire autrement. Et j'ai acquis cette certitude qu'on peut aller performer, qu'on peut faire du haut niveau en prenant soin de son intégrité physique. Et c'est possible, même si on a des mouvements techniques très spécifiques. Alors, il y a un mot qu'il ne faut pas dire aux entraîneurs, c'est on va changer quelque chose. On l'a évoqué avec les entraîneurs qui sont venus nous voir ce week-end. On ne va pas changer le geste technique que vous, entraîneurs, vous pouvez demander. On va changer des ingrédients qui permettent de faire ce geste technique de façon plus appropriée. Et ça se voit pas forcément dans le geste technique proprement dit. Ça se voit dans la fluidité, ça se voit dans l'amplitude, ça se voit dans le résultat, parce qu'il gagne en efficacité, il gagne en réactivité, tout se met à aller mieux. Et c'était la première fois sur un stage que j'organise pour des professionnels, parce qu'en fait j'ai du culot, hein, comme je travaille avec une amie qui est entraîneur, qui est la maman de Johan de Brouard. Pour la première fois, il y a une praticienne qui m'a dit, mais on peut faire une prise de temps. Alors moi, je sais les résultats. Je dis oui. En fait, ils ont observé les nageurs. Ils ne savaient pas tellement quoi observer, hein. Ils sont pas... Je leur ai fait confiance, observer. Je leur ai demandé de les sortir de l'eau. Ils avaient une consigne de l'entraîneur. Et je leur ai dit, demandez quand même aux nageurs qu'est-ce qu'ils pensaient de son besoin. Et ils ont eu 15 minutes, il y en a qui ont un peu débordé sur 20, pour leur faire un bout de séance individuelle et les ont remis dans l'eau. Et là, Catherine, qui était déjà venue à un stage avec moi, a dit, tu crois que je peux demander à la coach de prendre un temps? Vas-y, moi je savais le résultat. Hein. Et ben, il avait amélioré son temps avec 20 minutes de séance sur la table. Alors vous allez me dire, il manque un ingrédient là-dedans, c'est que ce soit reproductible. C'est de l'apprentissage. Donc c'est clair qu'il va falloir un peu y revenir. Il y a des petits miracles, parfois il y a des choses qu'on fait sentir à quelqu'un et une fois suffit.
il l'a senti, il va l'intégrer et il va le mettre en pratique et l'utiliser. Mais ce n'est pas mon but. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour défaire un schéma et en faire un autre. Je suis là pour faire ajuster ce schéma pour qu'il puisse continuer de fonctionner, mais en ouvrir plein d'autres. Et pourquoi? Vous allez comprendre facilement, les sportifs ou les entraîneurs, c'est qu'on n'a pas le même usage de soi en début de course ou en début de match au milieu qu'à la fin. Et cette capacité d'ajuster le tonus, le mouvement, un ingrédient du mouvement, ça permet de durer plus longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui est très marquant, c'est qu'on devient moins fatigable, mais ça paraît logique. Hein. Le corps humain, il n'est jamais avec un tonus à zéro, enfin si quand il est mort, mais on ne l'est pas. Donc il a toujours un tonus minimum, d'accord? Je fais un effort physique, mon tonus, il monte. Je me mets au repos, il redescend un peu, mais pas complètement. Puis comme on est en entraînement, on y retourne, on remet, puis ça redescend un peu, puis ça remonte. Et le tonus, il monte, il monte, il monte. Et en fait, entre guillemets, par exemple en natation, où ils enchaînent les courses le matin, des courses l'après-midi, des courses le soir, ben, ils accumulent une telle dose de tonus musculaire qu'enfin, c'est difficile. Alors que si on leur apprend à dire, ok, on fait monter le tonus, mais on fait monter le tonus sur l'ensemble, pas sur une partie, et ben on va réguler et le tonus il va moins monter. Donc on va durer plus parce que ça va redescendre un peu plus, puis ça va monter, mais ça va monter moins, et puis ça va redescendre. Et ils arrivent en fin de journée, ils ont encore du tonus. Et ça c'est assez magique sur les sports comme l'athlétisme, comme la natation, des sports où on enchaîne les courses. Il y a vraiment un apport qui permet de gagner en longévité. Donc, il gagne aussi en longévité sur la durée de la carrière, ça il n'y a pas photo, mais sur cette longévité-là, c'est super important. Et il y a un ingrédient que moi j'ai mis avec les sportifs qui a changé la donne, et j'ai été très contente parce qu'ils l'ont aussi expérimenté, c'est que en fait, dans ma pratique, j'ai commencé à travailler avec les nageurs de mon mari qui est entraîneur. Et je les voyais et je prenais bien conscience de ce que ça changeait. Puis j'ai commencé à les suivre en compétition. Et là, j'en ai qui arrivaient en s'étant blessés, en s'étant fait mal. Et moi, je me disais, bien, je fais quoi? Je les touche, je remets du mouvement. Mais je suis du corps médical à la base. Donc, je me dis, mon Dieu, mais si j'amplifie, si je machin, qu'est-ce qui va se passer pour la blessure ou le spasme qui s'est mis en place? J'étais pas très sûre de moi. Donc, effectivement, je me suis formée en ostéopathie neuromatée. Depuis, je me suis formée en fasciathérapie pour avoir d'autres outils. Mais surtout, je regardais leur configuration et me disais comment je leur apprends à prendre du repos, de la récupération. Il y a quelque chose que j'ai appelé de la récupération active. Ce n'est pas de la récupération en mouvement, c'est vraiment de la récupération passive, mais on va apprendre à observer les résidus de tonus. Hein, vous le savez, qu'est-ce qui nous met en mouvement? C'est les muscles, mais qu'est-ce qui donne l'intensité? C'est le système des nerfs qui vient donner. Et les muscles, parfois, ils se relâchent, mais le tendon, les nerfs qui arrivent là, ils gardent trop de tonus. Donc généralement, je leur dis, on va apprendre à se caler. Alors c'est très rigolo. Hein, je les mets par terre et puis je cale. C'est-à-dire que tous les endroits où il y a du vide, je sais que le système nerveux va rentrer en résistance parce qu'il n'aime pas le vide et je cale. Je cale tout ça. Puis je lui dis, tu restes là. Puis j'observe. Puis quand je sens que le tonus, il fait ah, aïe, ça s'appuie. Ah, aïe, ça lâche. Ah, aïe, ça lâche. J'enlève un peu. Ah, ça reste en haut, je recale, souvent moins. Et je peux faire ça pendant 20 minutes. Moi, en les observant. J'aurais dit, tu vois, tu peux faire ça, tu vas plus récupérer entre tes deux courses plutôt que d'aller t'arrachir n'importe comment, cale-toi. Ben, un bon sportif, j'étais très déçue, parce qu'ils ont appris à se caler comme je les avais calés, et ils ont refait comme j'avais fait. J'ai dit, ah, raté l'apprentissage. Donc il a fallu les faire passer par cette étape de dire, mais non, tu ne te cales pas toujours de la même manière. Il faut que tu captes quel est le besoin que tu as ici et maintenant. Mais alors, quand ils le découvrent, ah voilà, c'est fantastique. Parce que même quand ils font plus de sport à haut niveau, ils le refont. Et ils le refont même naturellement, ils sont restés un peu trop assis, un peu trop en voiture. Ils se mettent à le faire parce qu'on y gagne beaucoup. Je ne sais pas si Julien t'a noté, mais dans les sportifs qui sont venus nous rencontrer pendant la formation, il y en avait des que je ne connaissais pas. Il y en a qui me connaissent depuis 16 ans, qui pratiquent avec moi depuis 16 ans. Et il y en a un à qui j'ai dit, bon, tu te débrouilles, tu te poses en récupération, et qui a eu un témoignage dingue en disant, mais je le fais, et à chaque fois, je suis surpris parce que c'est différent. Et ça fait beaucoup, finalement. Et ça permet de repartir d'un endroit où je suis plus au neutre. Donc, mon geste technique va être plus efficace, donc il va y avoir moins de confrontation, donc je vais durer plus longtemps.
Et ça amène vraiment cet état de prise de conscience de soi en mouvement. Ah, tu veux faire expérimenter. Je parle trop, hein? Non, c'est oui, malheureusement tu vois l'heure parler? Vas-y. Eh ben, je laisse la main. Ok. Alors, il y a plusieurs sportifs qui ont levé la main tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez juste dire comme ça à la volée quel sport vous pratiquez ou si vous entraînez les jeunes? Quel sport? Ouais. Judo. Judo. Sport automobile. Sport automobile. Ah, Judo aussi. Judo. Il y a d'autres gens qui ont levé la main, allez-y. Il n'a pas entendu, je pense. Du vélo. Vélo. Oui, mais on n'a pas besoin de partir au JO pour faire du sport. Hein. Tennis. Tennis. Triathlon, il y en a plusieurs. Ouais. Triathlon. Foot. Olivier. Tir à l'arc. Oh. Ah. Aussi fait du vélo. Vélo. Très bien. Alors. Un peu de ski. Et un peu de ski. Alors, bah, vous allez expérimenter tout ça, vous allez venir vous mettre debout. Venez vous mettre debout, tout le monde, les sportifs, les non-sportifs, ceux qui connaissent le Feldenkrais, ceux qui ne connaissent pas. Mettez-vous debout, assurez-vous d'avoir de la place autour des pieds. Voilà. Et puis là, comme ça, venez juste sentir comment vous êtes posé dans vos pieds. Je vais aussi filmer. Hein. Oui, très bien. Donc, je vais filmer avec mon téléphone. Là, si aussi quelqu'un veut voir. Vous pouvez faire signe, c'est le moment. Voilà. Et là, vous vous dites, ah, pourquoi j'ai mis ces chaussures-là ce soir? Comment sont vos appuis dans ces chaussures-là ce soir? Est-ce que vous avez plus de poids à droite ou à gauche? Est-ce que vous avez plus de poids vers l'avant des pieds ou vers les talons? Plutôt talon. Hein. Mhm. Très bien. Et puis notez votre tête. Où est-ce qu'elle se place par rapport à toute votre architecture corporelle, par rapport à vos pieds? Est-ce que votre tête est au milieu, un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière? Mhm. Avec les yeux ouverts, est-ce que vous arrivez à noter jusqu'à est votre horizon? À quelle hauteur est votre regard? Il est blanc. Très bien. Et puis, vous allez choisir votre bras dominant, le bras que vous utilisez le plus souvent, vous utilisez peut-être pour votre sport, hein, si on parle de tennis, c'est assez clair. Et aussi au judo, hein, on a toujours, on place les mains toujours d'une certaine façon sur le kimono d'adversaire. Si vous êtes habile des deux mains, qu'il n'y a pas vraiment de main dominante, tout simplement choisissez un bras, choisissez un côté. Et puis vous allez laisser glisser ce bras, cette main, le long de votre cuisse, un peu vers le bas. Et puis vous remontez. Voilà. Et sentez qu'est-ce que ça vient faire à votre port de tête. Comment votre tête se déplace. Est-ce que ça vient changer vos appuis? Tendance à appuyer plus du côté de la main dominante. Ça appuie plus d'un côté. Okay. Et comment ça appuie plus sur ce pied-là? Est-ce que les appuis vont directement vers le bord extérieur du pied? Est-ce que l'appui va plutôt vers le talon, plutôt vers les orteils? Plutôt vers le talon. Ou pas. Ou pas. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend en fait comment on est équilibré. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il y a un cours collectif ou des questions comme ça, vous pouvez être sûr, s'il y a 10 personnes, il y a 10 réponses différentes. Vous êtes 50, il y a peut-être 50 réponses différentes. Et ce que vous ressentez et ce que vous faites est valable pour vous-même. D'accord? Je me permets, hein, parce que je vous entends réagir à voix haute. La problématique, c'est que parfois, quand quelqu'un réagit à voix haute, les autres ils disent « Ah mais non, mais il ne se passe pas ça pour moi, donc je me trompe. Stop, on arrête ça. »
encore en Feldenkrais, l'exploration, c'est nous-mêmes. Et il n'y a pas un modèle. Hein, moi, je me suis amusée, j'ai entendu ça, je me suis dit, ah ben non, moi j'étais en train de mettre mon poids de l'autre côté. Ah, mais oui, effectivement, je peux le mettre là. Mais je peux le mettre, mais spontanément, on fait notre habitude. Et c'est là qu'en tant que praticien, on va venir créer de la variation. Et c'est hyper important de noter son habitude, ses habitudes. Parce que c'est avec ça qu'on pratique notre sport. Ça, c'est une information cruciale de savoir que si je fais glisser le bras vers le bas, je vais avoir plutôt tendance à m'appuyer à droite ou à gauche. Ça, c'est mon point de départ. Et après, à partir de là, on peut amener des variations. Bah, essayez. Essayez. Vous glissez la main vers le bas, et puis si vous aviez tendance à vous appuyer plutôt à droite, venez vous appuyer à gauche et vice versa. Puis sentez comment tout le squelette s'organise différemment. Votre bassin se place peut-être différemment. Peut-être pour la cage thoracique, la colonne, c'est différent. Et puis maintenant, vous voyez, quand vous remontez votre bras, est-ce que vous pouvez le remonter en pliant un peu le coude et en remontant le bras depuis le coude? C'est le coude que vous ramenez vers le haut et vous pliez un petit peu le bras. Et peut-être que ça va faire remonter un peu l'épaule. Et vous redescendez le bras vers le bas. Voilà. Puis essayez de sentir ça, ce mouvement-là. Est-ce que ça vous fait penser à un geste sportif en particulier? Est-ce que ça pourrait ressembler au crawl, à une partie du crawl peut-être? Est-ce que ça pourrait ressembler à un début de mouvement au tennis, au judo? En escalade, la plupart du temps, on connaît ce mouvement, on vient chercher une prise vers le haut, mais il y a aussi des fois où on vient prendre appui sur une prise qui est au-dessous, en dessous du bassin. Est-ce que ce mouvement du bras qui va vers le bas, ça pourrait être quelque chose qui vient préparer un appui de la main sur la paroi? Et puis, juste laisser ça. Et notez, est-ce qu'il y a des changements au niveau de vos appuis par rapport au tout début? Est-ce qu'il y a les mêmes appuis vers l'avant, vers l'arrière? C'est plus à droite, plus à gauche maintenant? Intéressant. C'est pas la même chose. C'est potentiellement la même chose. Ça peut être la même chose. C'est la même chose du moment où ce que vous avez fait reste dans votre schéma d'habitude. C'est-à-dire que si, je vais prendre un exemple tout bête, vous avez une horloge chez vous qui fait tic-tac. Je vous donne en 1000, je suis sûre que vous ne l'entendez pas. Il faut que vous y portiez attention pour l'entendre, n'est-ce pas? Voilà, avec le mouvement, c'est la même chose. Si je fais 10 fois la même chose qui est dans mon schéma d'habitude, je ne sens pas la différence. Par contre, Feldenkrais, là, l'intelligence de Feldenkrais, c'est effectivement d'amener des variations, de faire des propositions qui vont marquer les différences. Parce qu'une fois que le système nerveux sent la différence, il se questionne. Il se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? L'intérêt, c'est même pas de chercher à répondre à la question, c'est de se dire quelle est la question qui suit. Et quelle était la question d'avant que j'ai oubliée? Non, sincèrement, c'est comme ça qu'on avance. Et moi, ça a révolutionné ma pratique sportive et ma façon d'entraîner. De me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour faire? Ah, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Et j'enchaîne et j'enchaîne et ça m'amène à la lecture du mouvement. Alors, voyez si maintenant vous pouvez allonger ce même bras vers l'avant de vous-même, à l'horizontale. Et puis voyez si vous pouvez l'allonger un peu vers l'avant et puis vous revenez, le bras reste toujours à l'horizontale. Comme ça, essayez de sentir ce qui se passe pour l'épaule. Voilà. Quand vous revenez, essayez de ne pas plier le coude. Le bras reste long. Voilà. Et sentez qu'est-ce qui se passe pour votre tête. Est-ce que ça vous fait tourner? Si oui, autour de quoi ça vous fait tourner? Est-ce que vous tournez autour de votre colonne? Est-ce que vous tournez autour de votre épaule? La colonne? Peut-être? Peut-être autre chose. Est-ce que vous tournez autour de l'autre épaule?
Ah, ok, puis rabaisser le bras. Est-ce que ça vous fait penser à un sport, un geste bien précis dans un sport que vous pratiquez? En fonction de votre pratique, ça peut être des sports très différents. On peut retrouver le crawl, là, par exemple. Et revenez avec le bras devant vous à l'horizontale. Voyez si vous pouvez placer les deux bras en fait devant vous. Il y a le deuxième bras que vous venez de mettre en avant reste fixe. Puis vous continuez à travailler avec le bras, le même bras. Et puis essayez de sentir ce qui se passe entre les deux épaules. Est-ce que ça a une influence sur l'ensemble de la cage thoracique ou juste sur une partie de la cage thoracique? Ça fait mal. Alors Mais ne forcez j'ai un pas. problème. Ne forcez pas. Continuez à le faire avec le bras qui va bien. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des ingrédients du tir à l'arc là-dedans? Ah oui. L'allongement. Et puis laissez ça. Oui. Moi j'ai une question par rapport aux indications du premier mouvement. En venant de la danse, quand on fait un mouvement, on nous donne tous les détails, où doit être l'autre épaule, où va la tête et tout. Ouais. Là, quand je laisse libre, c'est là que je vais voir comment chacun fonctionne. C'est ça. L'important dans le Feldenkrais, c'est on donne un cadre du mouvement. Et Mais ce qui est très large intéressant, au fond. Parce c'est que très ça, large. ça Effectivement. veut dire quoi? Ça veut dire Ouais. ça veut dire ça. Tout est possible. Et il y a des personnes dans la salle qui n'ont pas du tout bougé les épaules en faisant ce mouvement, qui n'ont pas du tout bougé la tête. Donc tout est possible. Ce qui est important et intéressant, c'est de se demander comment je le fais. Et comme on disait tout à l'heure, on prend conscience de son point de départ, de ses habitudes. Et tant qu'on ne connaît pas ses habitudes, comment est-ce qu'on peut changer? Comment est-ce qu'on peut évoluer si l'entraîneur, ça fait déjà 2 ans qu'il nous dit change, fais ceci, fais cela, puis qu'on ne capte rien, puis qu'il nous répète encore. Si on n'a pas senti, compris comment on bouge, comment on peut changer. Et c'est là la grande force du travail avec Annie Potter. Moi, je vais rebondir sur quelque chose que vient de dire Sylvie. Dans la façon dont elle vous a proposé les choses, elle a parlé de tourner. Est-ce que je fais la différence dans mon corps vécu de qu'est-ce que c'est que de tourner ou de rouler? Le ballon, il roule. Le point de contact sur le ballon change perpétuellement et le point de contact sur la surface sur laquelle il roule change perpétuellement. Mon poulet à la broche, heureusement qu'il tourne parce que sinon il sortirait du four. D'accord? Et quand je fais ça, il y a des gens qui vont chercher à tourner autour d'un axe et il y a des gens qui vont rouler et qui vont sortir de leur axe. Tous ces ingrédients, ça va changer le mouvement que tu vas demander en danse. Si la personne elle est organisée à rouler et que toi tu veux que ça tourne et que tu lui dis mais tourne et que tu contraries parce qu'au bout d'un moment elle va arrêter de vouloir rouler et elle va faire bosser agoniste et antagoniste et elle va avoir ce schéma de rouler qui continue, elle va le contrecarrer, tenir pour venir tourner et c'est là qu'elle va se blesser à la longue. Et entre autres là moi je sens les vertèbres qui vont dire aïe ça fait mal. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Même nous, en tant que praticiens, on va dire, pour être un bon praticien, il faut être capable de trouver les mots qui vont permettre à la personne, sans aller lui dire, alors il faut que tu fasses ça, mais de guider avec des mots en cours collectif pour que la personne prenne conscience qu'elle est en train de rouler ou de tourner. Que quand elle est en train d'avancer le bras, elle sollicite son bras, c'est-à-dire de là à là. Alors que non, mon bras, il commence là et à la pointe de l'omoplate derrière. Hein, tu bosses dans l'automobile, c'est ça? Voilà, moi, quelqu'un qui conduit et qui me fait ça, qui me verrouille tout là et qui conduit qu'avec ça, donne pas cher des douleurs qu'il va avoir. Et il va dire j'ai mal au dos. Et moi je vais dire t'as pas mal au dos, t'as mal au bras. Parce que tes bras, tu les laisses pas bouger sur ta cage thoracique. D'accord? Si je viens passer mes vitesses en ayant tout bloqué là, au bout d'un moment, je vais confronter et je vais faire mal. D'accord? Et c'est cette prise de conscience qu'on amène sans aller dire il faut que tu changes ça, il faut que tu fasses ça. On vient donner de sentir. Parce qu'à un moment donné, si moi je vois quelqu'un qui commence à rouler, dans mon questionnement, je vais dire ah, qu'est-ce qui se passe si tu roules? Et là, la personne va dire rouler, rouler, mais qu'est-ce que ça veut dire rouler? Et petit à petit, elle va venir sentir la différence entre rouler et tourner. Et petit à petit, elle va pouvoir arrêter de faire ce qu'elle faisait pour faire autre chose.
Et c'est cette variation, c'est ce schéma-là. Moi, je ne me confronte jamais, et j'adore les discussions avec les coachs, et je leur dis tout le temps, tu as raison. Je ne me confronte pas. Il a raison, il a un modèle du geste technique, de ce qu'il veut, où il a raison. Le truc, c'est qu'est-ce qu'il ne voit pas chez la personne qui l'en fait, ou chez la personne à qui il demande quelque chose. Et ça a été flagrant un jour où j'étais au bord du bassin avec un entraîneur où on accompagnait Stéphanie Douard-Chichi, vous l'avez vu en photo, qui est une nageuse aveugle que j'ai accompagnée sur 2 Olympiades. Et la première fois où il me l'a amenée directement sur la table, j'étais en compétition, et il me dit, tu lui fais une séance. Ok, je lui fais une séance, ok, bah vas-y, assieds-toi. Et là, elle s'assied, elle se couche, elle avait plein de marques sur les bras. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit, mais il t'arrive quoi? Elle me dit, ben, je vais pas droit, alors je prends la ligne d'eau, je prends le mur, et elle se blesse. Et j'ai travaillé sur son axe, et puis elle est repartie nager, et moi j'avais d'autres personnes à recevoir. Et quand je suis redescendue, j'ai dit à son coach, ça va? Il me fait, qu'est-ce que t'as fait? Ok. Il me fait, elle n'a pas touché le bord, elle est allée tout droit tout le long. Je lui avais juste permis de sentir son axe. Et elle a pu nager en restant sur son axe. Et elle a arrêté de prendre des repères extérieurs, elle s'est juste focalisée sur elle. Et cette fille-là, du coup, il me dit, non, mais viens aux entraînements. Et là, je viens en entraînement, Steph nage, et il dit à Stéphanie, Steph, mets le bras loin devant toi. Et moi, je regarde, et il s'énerve. Il me dit, mais elle fait pas ce que je lui ai dit. Je lui ai dit de mettre le bras loin devant elle, je lui ai pas dit de plonger le bras. Stéphanie, viens voir. Elle se met au bord comme ça, elle me dit quoi? Je lui dis, Stéphanie, tu peux montrer à Yann comment tu as interprété la consigne qu'il t'a demandé? Elle fait, bah, j'ai fait ce qu'il m'a dit, mettre le bras loin devant moi. Et elle a fait ça. Et là, Yann dit, mais c'est pas ce que je t'ai demandé, je t'ai mis loin devant toi. Mais nous, on est voyants et on transfère nos positions. Debout, le haut, le bas, devant, c'est là quand je suis debout, mais quand je nage, devant, ça devient la direction où je vais, donc c'est au-dessus de ma tête. Donc lui, il voulait qu'elle allonge le bras au-dessus de sa tête. Et elle, devant elle, c'est resté devant elle, parce qu'elle ne s'occupe pas de l'espace. Et là, il m'a regardé, il me fait, mais comment je vais faire? Faut que je change tout mon vocabulaire? Et ben ouais, il y a un moment donné, c'est à toi de t'adapter à ton sportif, c'est à toi de capter ce que ton sportif fait en trop pour pouvoir l'arrêter de faire. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner, mais des dizaines. Quand mon mari était entraîneur, il avait un nageur qui croisait systématiquement les pieds dans sa coulée. Il me dit, j'en ai ras-le-bol que Jordan croise les pieds. Et il lui disait, Jordan, arrête de croiser les pieds. Jordan, arrête. Je l'ai entendu 1000 fois au bord du bassin. Donc un jour, je me suis pointée à l'entraînement et je fais, Jordan, tu peux faire quelque chose pour moi? Il me fait, ouais, vas-y. Je fais, tu fais ta longueur là, et à chaque poussée, tu croises pied droit sur pied gauche. Il me fait, mais il ne faut pas que je fasse ça, Olivier veut pas. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Pierre Vieille s'arrête, il fait, maintenant je fais quoi? Je fais, t'as bien compris. Maintenant, tu fais l'inverse. Tu croises pied gauche sur pied droit. Je fais, je vois pas pourquoi tu me fais faire ça. Je fais, fais. Et puis il revient, il fait, et maintenant? Je fais, bah nage. Qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait? Bah, il a arrêté de les croiser, les pieds. Parce que je lui ai fait faire consciemment ce qu'il faisait sans s'en rendre compte. Et là, j'ai mon mari qui est venu en m'insultant. Non, mais tu m'énerves, qu'est-ce que t'as encore fait? Je lui dis rien, je lui ai fait faire de la prise de conscience de son corps dans l'espace. Voilà. Et c'est une pédagogie, Feldenkrais. C'est apprendre à se sentir, apprendre à savoir ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en tant que sportif, souvent, on se dit qu'on a une connaissance de notre corps, on sait l'utiliser parce que ça marche, on fait plein de choses extraordinaires. Voilà, moi je suis capable de faire des vrilles, bah oui, effectivement, c'est des rotations dans plusieurs sens, dans plusieurs plans. Ok, très bien, mais qu'est-ce que je fais pour faire? Il a fallu du temps pour pouvoir dire, ah oui, mais en fait je décompose, ah oui, mais si je change un tout petit peu, ah attention, voilà, et apprendre à sentir ça. Et c'est vrai que ces leçons collectives, elles ont vraiment cet impact-là, de venir amener la personne à sentir par elle-même. C'est plus nous, coach, ou kiné, ou on vient donner à la personne de se sentir. Désolée, je t'ai encore coupé. Il ne faut pas me donner la parole. C'est pour à propos de ton histoire de croiser les pieds. Moi, j'ai eu ça en natation aussi avec les mains, de nager écarté ou pas écarté. L'histoire de filmer m'a vraiment fait prendre conscience de l'écartement des bras. Ouais. Bah, c'est clair. Mais alors, il y a des personnes qui sont visuelles, ce que tu dois être, et qui voient et qui sont capables d'avoir l'interprétation dans leur corps vécu. Mais on est tous différents. Il y a des gens qui sont kinesthésiques, il y a des gens qui sont auditifs, il y a des gens... Et c'est aussi quelque chose qu'en tant que coach, on doit apprendre. Moi, je ne m'adresse pas du tout de la même manière à certaines de mes gyms et à certaines autres. Il y en a où je vais leur montrer, faire. Il y en a d'autres où je vais aller poser mes mains et dire, tiens, regarde, et si on bouge ça, qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres où je vais leur dire, et puis je les laisse partir, et elles font, elles expérimentent. C'est ça, en tant qu'entraîneur, pour moi, on doit aiguiser. Alors moi, j'ai des jeunes gymnastes, on commence tôt la gym.
Je ne vais pas travailler de la même manière avec Bassam Ewen qui s'arrête là, mais qui a bientôt 40 ans. C'est clair, on n'a pas la même écoute, la même intention. Mais parfois, le mouvement, je pourrais dire miroir, de se voir, peut amener à ta volonté à vouloir faire. Et tu rentres dans ce risque de faire trop. Alors qu'en Feldenkrais, on cherche vraiment à faire moins, mais mieux organisé sur l'ensemble. Parce que qu'est-ce que tu as changé pour pouvoir ramener tes bras plus devant? Est-ce que tu as rajouté de la force ou est-ce que tu as appris à dire... J'ai rien changé, je l'ai vu. Ouais. Et le fait de le voir, j'ai pris conscience, quoi. D'accord. Non, mais c'est tout à fait possible. Moi, je suis très visuelle et si j'ai pas pratiqué autant de sport, c'est parce que j'ai ce qu'on appelle le sport inné. J'ai pas appris à faire du ski, je suis montée sur des skis, j'ai su faire du ski, j'ai fait du skate, je suis montée sur un skate, j'ai su faire du skate. J'ai cette chance-là d'avoir une représentation de mon corps vécu, qui est presque innée ou qui est très très facile, mais on n'est pas tous... mais on le sent, moi ça me fait rire parce que quand on rencontre des sportifs, on sent vite par quelle porte d'entrée il faut aller les rejoindre. Et il y a des personnes où en cours collectif ça marchait tout de suite parce qu'on les laisse aller chercher en eux quelque chose et ça leur va. Il y en a d'autres, le toucher, ils sont que dans le toucher kiné, donc vas-y fais-moi quelque chose, t'as ressenti quelque chose, ouais c'était bien, hop. Donc il faut arriver à... Et puis il y a des gens qui sont très cartésiens, je me souviens de Lucas Letellier, j'avais dit à mon mari, Lucas j'y arrive pas, il y a quelque chose qui cale pas, mais il était archi cartésien ce gamin, il était en bac S et il réfléchissait tout, et je l'ai mis sur la table, je lui ai dit écoute Lucas aujourd'hui je vais travailler à partir de ta tête, donc vas-y, t'es couché là, soulève ta tête. Note le poids qu'elle fait, ta tête, et comment tu la lèves. Je fais toute ma leçon, et puis à la fin, je lui dis, bah vas-y, maintenant, lève la tête. Et il lève la tête, il repose sa tête, et là, je fais, oula, qu'est-ce qui se passe? Je lui fais, qu'est-ce qu'il y a? Et il disait rien. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Ta tête, elle est plus légère? C'est pas possible. Et ben, qu'est-ce que j'en fais? Alors, je lui ai dit, je fais un truc tout bête, hein. Je lui ai dit, bon voilà, je prends une tablette comme ça, je pose une boîte de conserve d'1 kg dessus. Tu es capable de me calculer combien chaque centimètre carré porte de poids. D'accord? Je prends cette même boîte de conserve, je la pose ici. Est-ce que chaque centimètre carré va porter la même quantité de poids? Il dit bah non. Je lui dis bah voilà. Et là, ça cogite et il dit ah, donc quoi? Je lui dis bah quoi? Tu portais ta tête avec une vertèbre et tu fais plus d'1,90 m, maintenant tu la portes sur 1,90 m. Donc c'est normal que ta perception elle change. Et c'est normal que tu lâches un peu de tension dans tes cervicales pour que tout le reste ait le droit de porter la tête. Voilà, mais ça c'est de l'expérimentation, c'est du jeu. Moi j'ai une question. Oh oui, oh mon Dieu. si tu nous parlais un peu pour les sportifs, quand est-ce que c'est mieux de pratiquer? Quand est-ce que c'est mieux de faire quoi? Grande question. Grande question. Parce qu'on a des phases où on s'entraîne, on a des phases où on apprend, on a des phases où on se repose, on a des phases où c'est les compétitions. On se met des fois des petits challenges quand on est amateur. Est-ce qu'on fait du Feldenkrais juste avant la course? On peut. Mais il faut connaître. Ouais, c'est une très bonne question. J'aurais dire quelqu'un qui ne connaît pas du tout, j'aurais envie de dire de travailler à des moments où vous êtes plutôt calme, vous êtes dans l'apprentissage. Début de saison globalement. Quand on est en train de mettre en place les choses, c'est le bon moment. Parce qu'on va commencer à amener des variables et à faire sentir des choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas découvrir Feldenkrais en compétition. Vous avez vu Fred Bousquet sur la table. Il est venu découvrir Feldenkrais en séance individuelle sur la table en qualification des JO. J'étais pas très à l'aise pour vous dire. Voilà. Mais globalement, ouais. Globalement, j'ai envie de dire, commencez votre saison ou même pendant la pause, allez faire du Feldenkrais et puis reprenez le sport après ou incluez-le dans votre première phase de préparation. Avant la compétition, si vous voyez un praticien Feldenkrais ou sur les compétitions, le praticien Feldenkrais, il doit être au fait qu'il n'est là que pour confirmer le schéma. Alors là, je mets un peu au défi mes collègues, parce qu'on aime bien amener de la variation. Mais en tant que sportif, on est réglé comme du papier à musique. Et c'est pas le moment de faire que le geste technique, il parte en vrille. Donc on est vraiment là dans de la confirmation du schéma. Et pour moi, c'est vraiment très, très, très important. Et ça peut être addictif. C'est un petit peu la problématique, c'est qu'il y a des sportifs qui se rendent compte qu'avoir une séance juste avant d'aller performer, ben on est mieux. Donc ils ont l'habitude, ils y reviennent, et moi j'ai tendance à dire, il faut que tu cherches en toi comment te remettre à cet endroit-là qui te permet d'aller performer sans t'abîmer. Parce que c'est vrai que mon fils, le papillonneur au niveau national, qui avait tendance à faire ça, qui revenait, non mais tu sais là je sens pas bien, non, et bon.
maman, quoi. Donc c'est vrai que j'avais tendance à le faire, et à un moment donné, je lui dis non, Flo, il faut vraiment que tu apprennes à gérer, il faut vraiment que tu apprennes à toi revenir dans cette sensation, à cet endroit-là. Voilà. À récupération, j'ai envie de dire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après vos séances de sport, n'hésitez pas à vous poser, à faire une petite leçon pour refaire baisser le tonus, parce que c'est le propre de Feldenkrais, de rendre le tonus plus ajusté un peu partout sur le corps, et ça c'est une bonne idée. Voilà. Les sportifs m'aiment parce que je les arrête pas. C'est-à-dire qu'un sportif qui vient me voir, mis à part s'il est vraiment cassé, s'il y a une opération, et encore, je les arrête pas. Je leur dis ok, bah c'est l'occasion, on va apprendre à faire autrement. Voilà. Donc même sur une blessure, c'est peut-être un défi pour certains collègues, mais il ne faut pas avoir peur de dire on peut trouver un nouveau schéma, et en tous les cas, on va aider à ce que la récupération se fasse plus vite. Parce que justement, on va aider la zone lésée, que ce soit une tendinite ou une entorse ou quoi que ce soit, on va aider la zone lésée à être moins en tension, parce qu'on va remettre du tonus plus ajusté, et la personne va pouvoir retrouver un usage d'aide plus fluide, et elle récupérera plus vite. Donc, il n'y a pas de mauvaise période. Je vais dire, praticien, évitez de toucher un sportif effectivement juste avant une compète s'il ne connaît pas du tout. Parce que pour moi, il faut avoir une certaine clarté du geste technique de la personne, du milieu, du rythme avec lequel elle le fait, et de comment elle est capable de restituer sa leçon. Alors j'ai eu beaucoup de chance avec Fred Bousquet, parce que en fait j'étais allée le voir parce qu'il s'entraînait aux États-Unis, et qu'aux États-Unis il y a pas mal de praticiens Feldenkrais qui bossent quand même avec les sportifs, et je lui ai demandé si là où il était à l'université il en avait entendu parler, il m'a dit non, et puis là il se retourne, il me fait non mais je peux venir tout de suite, et là j'ai regardé l'heure, je fais dans 20 minutes il nage pour sa qualif, ok, je lui dis maintenant, il me fait oui, ok, j'ai fait que confirmer le schéma, je le remets debout. Il me fait, je fais quoi maintenant? Je fais, bah, va nager souple. Et là, il est ressorti là, il me voit, il me fait, mais qu'est-ce que ça fait? Je lui dis, j'ai rien fait. Il me fait, ah si, c'est génial. Il me fait, je nage souple, mais je suis 10 fois plus efficace que d'habitude. Je dis, bah écoute, vas-y. Il a fait sa qualif, ouf. Mais j'étais pas très à l'aise ce jour. J'aurais pas fait ça avec Bassa Mayouen, par exemple. Je sais pas si vous connaissez Bassa, mais c'est un grimpeur de vitesse. J'aurais pas fait descendre beaucoup son tonus avant la compétition. Parce que quand il est en bas, prêt à aller grimper, vous connaissez un peu l'escalade de vitesse? Voilà. C'est de l'explosivité à l'état brut. Donc en bas, quand il est en bas, son tonus il n'est pas zéro, je vous le dis. Un des grands jeux avec Bassa, ça a été de le faire monter au ralenti. Il ne savait pas faire. Il mettre un pied comme ça et dire allez, vas-y, monte au ralenti. C'était comique, hein, parce qu'il ne savait vraiment pas faire. Il sait être explosif, il sait monter à toute allure, mais aller à l'inverse, aux Antilles, c'était pas gênant. Voilà. Il m'a semblé que j'ai noté quelque chose et que je me suis dit, faut que j'en parle. Les blessures, parce que tu as parlé des blessures à ton naissance. Oui, voilà, mais j'allais dire ça. Devant, j'avais les yeux fermés, j'en parlais, il y a quelqu'un qui a dit j'ai un problème. Alors, surtout quand il y a un problème, de façon naturelle, en Feldenkrais, on ne s'acharne pas, on ne fait pas, on fait en imagination, on fait comme on peut, mais on ne veut pas faire répondre à la consigne qu'on pense être la bonne consigne. Parce que effectivement, quand je commence à chercher à vouloir faire, je suis déjà dans le trop. Et pour moi, c'est vraiment très très important, et c'est quelque chose qui a des faire avec le sportif, de vouloir répondre à une attente. Moi, je dois être très claire, et les praticiens qui êtes là, c'est quelque chose où je fais beaucoup travailler dessus, il faut clarifier son intention. Vraiment. Il faut savoir exactement où on va, il faut être très précis. On a du papier à musique en face, donc il faut qu'ils puissent comprendre exactement où on va. C'est paradoxal, au secours, ne me tapez pas dessus, mais il faut être très clair avec nos intentions. Et ça, c'est important parce que si on n'est pas clair, si c'est trop... comment je vais dire? J'aime pas, c'est pas le mot flou qui me vient, trop... Large. Ouais, peut-être trop large, trop nébuleux. Le sportif, il ne reviendra pas. Le sportif, il vient, il a une attente, il a un besoin. Généralement, c'est de performer. Hein. Mais si on ne garde pas ça tout le temps dans notre feed, de dire c'est ça, et je dois être clair, et je dois répondre à sa demande, moi, je prends en compte tout le reste parce que je suis praticien et je sais ce que je dois faire. Mais là, je réponds à la demande avec une intention claire, je viens clarifier son schéma. Et nous, il faut avoir une posture un petit peu particulière. Hein. Il y a des personnes qui m'ont dit, mais tu ne fais pas du Feldenkrais. J'ai dit si.
Je fais du Feldenkrais au cœur du sport. Je ne cherche pas à amener les sportifs à Feldenkrais, je cherche à moi aller sur le terrain du sportif. Et ça change la donne. Parce que c'est à moi à m'adapter, c'est pas, ils s'adapteront. Hein. Vous avez rencontré, même toi, Seb ou Marion ou Alexis qui font du Feldenkrais depuis 15 ans avec moi. Aujourd'hui, ils viennent, ils ont des demandes très Feldenkrais. Et voilà. Mais il y a eu beaucoup de chemin avant ça. Vraiment beaucoup. Et si on amenait des sportifs à pratiquer. Donc il y a quelqu'un qui a une demande particulière. Alors, on doit avoir un skieur dans la salle, n'est-ce pas, qui va se mettre dans les skis. Il y a des skis, ouais. Il y a des skis, il y a des chaussures à ta taille. Ça va être le moment d'expérimenter plus la modalité séance individuelle.